Salut, c'est Gaspard G. À l'occasion des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain, j'ai décidé de rencontrer avec mon équipe toutes les têtes de liste des partis politiques crédités à plus de 5% dans les sondages. Valérie Ayé pour Renaissance. Exactement, c'est la première fois. Raphaël Glucksmann pour l'Alliance Place Publique Parti Socialiste. On m'a dit que j'avais entre 5 et 10 secondes pour répondre. Manon Aubry pour la France Insoumise. Tu fais du waterpolo? Ouais. Ah ouais? Ah, je savais pas. D'où le... Ah mince. François-Xavier Bellamy pour les Républicains. C'est bon, merci beaucoup. J'ai déjà abusé de ma dose quotidienne de café. Marie Toussaint pour les écologistes. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Enchanté. Et Marion Maréchal pour Reconquête. Perchiste, il faut avoir des bras là pendant 1h30. Ça va se passer. Vous remarquerez qu'il en manque un, Jordan Bardella du Rassemblement National, qui n'a malheureusement pas donné suite. Et ça fait plusieurs semaines, voilà, donc je me permets de vous recontacter. Dommage. Mais enfin, ça ne nous a pas empêché de créer cette série d'entretiens décomposée en 5 vidéos thématiques. Ces thèmes, c'est vous qui les avez choisis et jugés comme prioritaires si vous me suivez sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Dans cette vidéo, j'ai posé 9 questions aux 6 candidats, leur permettant ainsi de se positionner et de confronter leur point de vue. Et ce premier épisode est consacré à l'écologie. C'est parti. Ok, on va pouvoir démarrer. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ma première question est simple. Si vous deviez résumer la vision de votre parti, de cette liste que vous conduisez pour les élections européennes sur l'écologie, quelle serait-elle? C'est la création d'une puissance écologique européenne. Faire de l'Union européenne le véhicule de la grande transformation qui est devant nous, de nos modes de production, de nos modes de consommation, de nos modes de transport, de nos modes d'échange, qu'est la révolution écologique. C'est la rupture avec le monde économique tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, pour rompre avec la règle du tout marché. Bref, c'est changer de modèle économique et je crois que si on ne fait pas ça, on est condamné à détruire la planète. C'est une volonté évidemment de protéger la biodiversité et l'environnement, tout en trouvant un équilibre avec la soutenabilité économique et avec une croyance profonde que l'homme n'est pas le problème, mais que l'homme est la solution. C'est une responsabilité. Nous avons hérité d'un monde où la vie est possible et nous devons transmettre ce monde dans des conditions qui rendent la vie humaine, qui rendent la vie toujours possible sur la Terre. Ambition et pragmatisme. C'est-à-dire que oui, il faut qu'on ait, et on l'a fait d'ailleurs, qu'on ait un programme pour révolutionner le rapport à l'écologie. Mais pragmatisme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'écologie contre les Européens et on entend aussi les contraintes qui peuvent peser sur les acteurs de terrain. Comment nous pouvons sauver la planète, sauver la santé, créer de l'emploi, créer du lien social. C'est pas mal déjà. On voit s'afficher à l'écran un sondage, ce sondage d'Ipsos pour Le Parisien qui date de février 2024 et on peut lire que le changement climatique est la deuxième préoccupation des 18-24 ans en France. Ça c'est devant l'insécurité et derrière le pouvoir d'achat. Est-ce que, selon vous, l'Union européenne va assez vite et est-on assez ambitieux au vu de l'urgence que représente aujourd'hui le changement climatique? Non, l'Union européenne est à la traîne. Moi, je fais partie de cette génération qui est née et à qui on a dit le changement climatique est déjà commencé. Et malgré tout, il y en a qui soufflent encore sur les braises de l'incendie. Non. Aujourd'hui, les écologistes sont les seuls à continuer à dire la vérité et surtout à mettre sur la table les seules propositions qui sont à même de faire face aux défis et à l'urgence écologique. Moi je pense que l'Union européenne aujourd'hui fait des mauvais choix. Donc c'est pas en organisant l'appauvrissement et la décroissance économique et agricole en Europe avec des normes, des contraintes et des taxes qu'on va régler le problème. Donc moi je pense que l'Union européenne et la France en particulier vont déjà loin, très loin, beaucoup plus loin que la plupart des pays, alors qu'aujourd'hui elle est responsable d'une toute petite partie de ces émissions et que les principaux responsables sont avant tout des pays comme la Chine et les États-Unis. Non. On n'est pas au niveau de l'urgence. On a fixé des objectifs qui sont assez ambitieux. Par contre, on ne s'est pas donné les moyens de les atteindre. Le vrai sujet, c'est pas seulement d'aller vite, c'est d'aller dans la bonne direction. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que sur beaucoup de sujets, je crois, l'Europe se trompe dans la manière dont elle analyse les causes, pas seulement d'ailleurs du changement climatique, mais aussi de la perte de la biodiversité, parce que c'est un tout. On a engagé le tournant en 2019. L'Union européenne, elle est leader en la matière. Quand on met en place la taxe carbone aux frontières, les Américains, les Chinois nous disent on n'aime pas ça, mais à la fin, ils commencent à réfléchir à créer leur propre marché carbone. Donc c'est aussi ce leadership et cette impulsion que l'Union européenne peut engager à l'échelle mondiale. En novembre 2023, la Commission européenne a renouvelé l'autorisation d'utilisation du glyphosate pour une période de 10 ans. Le glyphosate, pour rappel, c'est un herbicide, un désherbant puissant utilisé dans des champs comme celui-ci. Pourtant, il est classé comme cancérogène probable aujourd'hui par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, y voit un risque de cancer du sang.
Je vous pose la question simplement, faut-il encore autoriser le glyphosate en Europe aujourd'hui, malgré ces alertes du monde médical et scientifique? D'abord, il y a des divergences majeures sur les études scientifiques et la question c'est, quand on dit qu'il est cancérigène, pour qui? En tous les cas, certainement pas pour les utilisateurs finaux, c'est ce qu'a montré une enquête récente parue sur le sujet. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on produit moins en Europe, c'est-à-dire si on interdit à nos agriculteurs d'utiliser une substance qui n'a pas d'alternative aujourd'hui, eh bien, on se condamne à importer plus de produits alimentaires qui sont faits sans respecter pour le coup aucune de nos règles. En réalité, nous aurions dû arrêter avec le glyphosate. On vit avec le glyphosate ce qu'on a vécu en Martinique et en Guadeloupe avec le chlordécone. On savait qu'un produit était extrêmement dangereux, polluant et toxique pour parfois plusieurs siècles, et pourtant, on n'a rien fait. Les lobbies se sont battus non seulement pour faire autoriser ce produit, mais aussi pour construire leur impunité. Si nous sommes dans une interdiction sans solution, ce qui est le cas du glyphosate, puisqu'on n'a pas d'alternative, ça veut donc dire qu'on accepte que demain, les agriculteurs européens produisent moins. Moi, je crois qu'une fois de plus, si on veut trouver des alternatives, déjà, il faut accepter de protéger les marchés, parce qu'il faut être cohérent. Et deux, il faut tabler sur l'innovation. On a déploré cette décision de la Commission européenne. Ce qu'on voulait, nous, c'était d'européaniser la loi française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le glyphosate en France, il est interdit, sauf s'il n'y a pas d'alternative économique viable. Et c'est ce qu'on voulait porter à l'échelle européenne. La Commission européenne a fait un autre choix. C'est vraiment, vraiment déplorable. C'est un choix de passage en force. La décision de la Commission européenne était un scandale. Vous savez sur quelle expertise a reposé cette prise de décision? Et bien sûr une expertise qui a été déléguée à Bayer Monsanto. Donc en fait, on demande à ceux qui produisent le glyphosate l'expertise sur la dangerosité du produit qui les enrichit. Les seuls aujourd'hui qui sont gagnants de la réautorisation du glyphosate, c'est Monsanto qui a fait un lobbying intense à Bruxelles et qui a gagné. Je me battrai pour une interdiction la plus rapide possible parce qu'il en va de notre santé à tous. Je vous propose désormais de regarder cette vidéo très largement relayée sur les réseaux sociaux pendant la réforme des retraites. Pas de retraité sur une planète muette. Taxer les riches. En France, les 1% les plus riches émettent en moyenne, c'est vrai, 10 fois plus de CO2 par an par leur consommation que l'autre moitié, la plus pauvre des Français, 40,2 tonnes par an en moyenne pour les Français les plus riches, contre 3,8 tonnes en moyenne pour les Français les plus pauvres. Ma question est simple, faut-il effectivement taxer les riches pour financer la transition écologique? Je vais vous parler franchement, j'ai toujours trouvé ça extrêmement démagogique. Voilà, je trouve que c'est la solution de facilité. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne peut pas améliorer notre système fiscal et le rendre plus juste. Et je comprends qu'il puisse y avoir des écarts extrêmement choquants, y compris de salaire, c'est évident. Mais on a quand même cette facilité en France de considérer que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut taxer, il faut un impôt supplémentaire. La grande question, c'est qui va payer? Aujourd'hui, il y a des ultra-riches sur le continent européen, des multimillionnaires, des milliardaires qui échappent à l'impôt. Et donc, on a lancé une grande initiative citoyenne européenne pour créer un impôt sur les grandes fortunes à l'échelle du continent européen. Je ne sais pas si vous le savez, mais la France est déjà le pays au monde avec les prélèvements obligatoires les plus importants. Le fait est qu'il faut aller un tout petit peu plus loin que ça, et c'est pas seulement en chantant taxer les riches qu'on va réussir à sauver la planète. Nous demandons aussi, c'est vrai, un ISF climatique qui porte sur les 0,5% des plus riches des Européens. C'est-à-dire que maintenant, on dirait, quand vous choisissez de placer votre argent dans le déploiement du pétrole, du gaz ou du charbon, oui, vous devez contribuer un peu plus. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour protéger les populations face au dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'on fait si demain on taxe les riches ou les ultra-riches en France? Ils vont aller peut-être au Luxembourg. Qu'est-ce qu'on fait si on fait la taxation des riches ou des ultra-riches à l'échelle européenne? Ils vont mettre leur argent à Dubaï. Donc la vraie bonne réponse, c'est d'avancer à l'échelle internationale, comme ça l'a été sur la question de l'impôt minimum sur les sociétés. Et là, on apportera des solutions concrètes et de l'argent qu'on pourra utiliser, notamment pour financer la transition climatique. Aujourd'hui, il y a un paradoxe immense, c'est qu'on demande aux plus pauvres de payer le coût de la transition écologique, alors qu'ils en subissent déjà les premiers effets. Et donc, si on veut prendre à bras-le-corps la catastrophe climatique, c'est pleinement lié à la question des inégalités. Et donc, oui, il faut mettre à contribution ceux qui en ont le plus les moyens, qui sont aussi ceux qui polluent le plus. C'est pour ça qu'il faut une taxe sur les super profits des entreprises qui polluent. Et vous allez voir que finalement, 100% de la population va devenir écolo. Un grand sujet de débat également au niveau européen sur ces questions environnementales, c'est le fameux Green Deal, le pacte vert
européen, si on veut le traduire en français. Je rappelle peut-être pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, ce pacte vert, c'est l'ensemble des mesures européennes qui ont pour objectif la neutralité climatique de l'Union européenne en 2050. Qu'est-ce que vous pensez de ce fameux Green Deal? On a adopté près de 80 lois en Europe pour répondre à cet objectif dans le cadre du pacte vert depuis 2019. Ça va de la taxe carbone aux frontières. C'est la fin de la déforestation importée. C'est-à-dire que le matin, quand vous buvez votre café, vous êtes sûr qu'il n'avait pas été produit en dévastant des forêts en Amérique latine, par exemple. Donc c'est un ensemble de lois globales et c'est fondamental, nécessaire, parce que c'est bien de se fixer des objectifs, mais encore faut-il décliner les lois et les solutions concrètes qui nous permettront de les atteindre. Moi, je pense que c'est un drame économique, puisque évidemment, c'est un ensemble de textes qui vont aboutir à, une fois de plus, la décroissance, c'est-à-dire la baisse de la production industrielle, économique et agricole européenne. Et c'est des impacts très concrets. Par exemple, c'est ce pacte vert qui fait que nous allons avoir 7 millions de logements qui, demain, vont être sortis du marché locatif pour des questions énergétiques, alors que nous vivons déjà une crise du logement en France. Pour ma part, je prends un Green New Deal, et le New est important parce qu'on ne va pas sauver la planète avec les mêmes recettes qui l'ont tué, comme le libre-échange, et ça suppose de rompre avec ces pratiques-là, et c'est manifestement ce que n'a pas fait l'Union européenne. Il faut changer l'économie, c'est un impératif pour le climat, pour la biodiversité, contre les toxiques. Donc le pacte vert, il faut le continuer, mais il faut qu'il nous amène à transformer en profondeur notre modèle économique. Le sujet qui revient souvent sur la table quand on parle d'écologie, c'est bien sûr l'aviation. Je vous propose qu'on regarde ce qui va s'afficher à l'écran. Ce sont deux billets, l'un est un billet d'avion, l'autre est un billet de train. Quand on voit ces prix et cet écart de prix, 130 € pour l'aller-retour en avion, 223 € pour l'aller-retour en train, quand un Français, aussi éco-conscient soit-il, voit ces prix, c'est très compliqué aujourd'hui de le faire renoncer à prendre l'avion. L'une des solutions pour rendre le train le plus compétitif par rapport à l'avion, ce serait de taxer le kérosène, ce carburant utilisé pour le transport aérien. Faut savoir qu'aujourd'hui, le kérosène n'est pas taxé, ce qui prive l'État d'une grande rentrée d'argent qui pourrait être utilisée, par exemple, pour subventionner le train moins polluant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut taxer, pénaliser les transports les plus écocides au profit des transports plus vertueux pour l'environnement? Nous, ce qu'on demande, par exemple, c'est une politique d'investissement public qui nous permette de mettre en place un ticket climat. Un ticket qui permettrait à toutes les Européennes et tous les Européens de prendre le train, n'importe quel train, pour 49 € par mois. Il faut changer complètement de logique, favoriser le train, ça veut dire le garder dans le giron public, maîtriser les prix, de l'autre côté taxer le kérosène. Et je vais même plus loin, je pense qu'il faudrait, sur le modèle de l'Erasmus, offrir à chaque jeune de moins de 25 ans un pass interrail pour avoir la chance d'aller découvrir l'Union européenne en prenant le train. Ces chiffres montrent qu'on marche sur la tête. Et donc, ce que nous, on veut, c'est, oui, taxer le kérosène et ensuite développer un grand projet. Nous, on portera le projet de l'Europe du train. Le train doit devenir le symbole même de la construction européenne. La folie dans ce schéma, c'est le prix du train. Et donc la clé, c'est de faire en sorte de rendre aux Français ce qui est un service public des transports. Pour le reste, la clé pour l'avion, si je peux me permettre de le dire, c'est d'avancer le plus rapidement possible dans la recherche et l'investissement vers des carburants de synthèse. Cette réflexion, on l'a déjà eue au niveau européen. On a, alors sans aller dans la technique, mais le secteur de l'aviation a été exempté d'un certain nombre de choses. À partir de maintenant, on l'intègre dans ce qu'on appelle le marché carbone, c'est-à-dire qu'ils devront payer des droits à polluer comme les autres entreprises et les autres secteurs d'activité qui polluent. Le sujet de la taxation du kérosène, il doit encore être débattu. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui au Parlement européen pour ça, mais je pense que ça mérite réflexion. En février 2022, la Commission européenne a officiellement déclaré ça. Renewables are already included in the taxonomy following the adoption of the first delegated acts. So today we're setting out how gas and nuclear could make a contribution in the difficult transition to climate neutrality. Alors, je vous concède, pour celles et ceux qui nous regardent, elle a l'air de rien comme ça, cette vidéo, et pourtant, elle marque un tournant hyper important parce qu'en novembre 2023, la Commission européenne a décidé d'acter que le nucléaire était désormais considéré comme une énergie verte, en gros une énergie non polluante. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le nucléaire peut être une solution pour lutter contre le changement climatique?
Écoutez, sur le nucléaire, personne ne peut dire que c'est vert. Il y a des déchets qu'on ne sait pas traiter qui resteront là pendant des générations. Donc il faut arrêter les bêtises. Si on veut que la taxonomie ait vraiment un sens, cette taxonomie verte, il faut en sortir le gaz, le nucléaire et évidemment ne pas y faire rentrer les activités minières. C'est factuel, hein, c'est une énergie propre pour aller au-delà. Je crois qu'il faut un grand plan nucléaire européen. Pour cela, il faudrait mobiliser près de 500 milliards et c'est là où j'attends l'Union européenne dans le financement et l'accompagnement de ce genre de coopération sur laquelle la France est en pointe. Je pense qu'il faut pouvoir sortir du modèle du nucléaire, que nous devons envisager le 100% d'énergie renouvelable et pour ça qu'il faut investir dans les énergies renouvelables. Tout l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron, qui viole le droit européen en la matière et est en dessous des objectifs fixés par l'Union européenne. On a besoin du nucléaire dans notre mix énergétique. Le nucléaire, c'est une énergie bas carbone, c'est ce qui nous permet d'avoir des prix compétitifs pour nos industries, c'est des emplois derrière, donc c'est dans l'intérêt de l'ensemble des Français et des Européens. Le nucléaire, c'est vraiment un combat majeur pour affronter le défi environnemental avec la rationalité, avec la science, avec la réalité des faits, plutôt qu'avec de l'idéologie. Je ne pense pas qu'il faille faire de la sortie du nucléaire un objectif en soi. Mais le nucléaire ne peut pas être la solution. C'est une énergie qui permettra d'assurer une transition parce que la priorité absolue aujourd'hui, c'est la décarbonation de nos économies et de nos productions. On va parler maintenant d'une loi. Le 12 juillet 2023, une loi sur la restauration de la nature a été votée au Parlement européen. Les résultats étaient très serrés, 336 voix pour, 300 voix contre et 13 abstentions. Cette loi, elle vise à lutter contre la perte de biodiversité, donc l'ensemble des espèces vivantes dans les zones agricoles. Est-ce que vous, Manon Aubry, vous avez voté pour, contre et pourquoi ? Oui, j'ai voté pour. J'ai voté pour. On a voté pour. J'ai voté pour cette loi. Alors j'aurais voté contre. J'ai voté contre. Oui, j'ai voté pour, même si le texte, à mon sens, aurait dû aller beaucoup plus loin, parce qu'on considère que 80% des écosystèmes... 80% des écosystèmes sont dégradés. S'ils sont dégradés, ça veut dire qu'il y a de la perte de biodiversité. Ça veut dire que les prairies sont dégradées. Et derrière, c'est à des conséquences en chaîne. Ça veut dire que les rivières et les fleuves sont dégradés, que les glaciers disparaissent. Sur la rentabilité en matière agricole des sols. Que les sols sont pollués, qu'ils ne vont pas bien, qu'il n'y a plus de vers de terre, qu'il n'y a plus d'insectes, qu'il n'y a plus de coquelicots. Et finalement, on hypothèque notre avenir. Et donc oui, on a besoin de réparer ces espaces dont nous dépendons. Il nous faut aller beaucoup plus loin. On n'a pas perdu, c'est déjà une victoire, c'est encore largement insuffisant. J'ai voté contre parce que dans cette loi, il y a justement le problème que j'évoquais tout à l'heure. Dans cette loi, il y avait notamment une règle qui voulait imposer de faire baisser de 10% la totalité de la surface agricole en Europe. Et cette baisse allait conduire à une baisse de la production alimentaire en Europe. Et donc c'est une forme de paradoxe que, en prétendant sauver la nature, on détruit notre économie et on fragilise encore la cause de la protection de l'environnement en rendant plus compétitive le modèle de production qui, en fait, l'abîme le plus. Alors j'aurais voté contre parce qu'en fait là, ce qui a été le questionnement, c'était la mise en jachère forcée en fait d'une partie des terres exploitables agricoles et qui fait que du coup les paysans auraient dû se passer d'une partie de leurs terres à exploiter. Je crois qu'aujourd'hui, vu la situation, il est responsable pour l'instant de vouloir aller plus loin sans protéger une fois de plus les marchés de la concurrence déloyale. Pour finir sur ces questions sur l'écologie, je vous propose d'écouter un message vocal. Salut Gaspard, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans et j'ai été diagnostiquée il y a quelques mois comme souffrant d'éco-anxiété. Ça fait que je suis tout le temps angoissée par les bouleversements liés au changement climatique, j'ai du mal à dormir. Je me demandais ce que l'Europe comptait faire par rapport à ça. Ce message, c'est celui de Léa, une abonnée de 22 ans qui partage son sentiment d'éco-anxiété. Est-ce que vous comprenez ce sentiment et est-ce que vous-même, il vous arrive parfois d'être éco-anxieuse ? Je le comprends, je l'entends. Et la meilleure réponse à ça, c'est d'avoir une vision positive pour l'avenir, mais en étant pragmatique et en étant apporteur de solutions. Moi, je suis responsable politique, mais chacun a une part de responsabilité dans la lutte contre le changement climatique et c'est en avançant ensemble qu'on pourra répondre à la lutte contre le changement climatique et à cette souffrance liée à l'éco-anxiété. Je comprends parfaitement, c'est une angoisse en fait, c'est une angoisse absolue et c'est la perspective d'un effondrement du monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que les élections comptent aussi, c'est qu'il va falloir se hisser au niveau d'une catastrophe qu'on n'a sans doute jamais rencontrée dans notre histoire. Ce que je veux dire à Léa, c'est que partout à travers l'Europe, il y a quand même des jeunes et des plus âgés qui se battent contre le dérèglement climatique, qui tirent la sonnette d'alarme, qui construisent des projets pour préserver la biodiversité, pour changer de modèle et qu'il faut qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Moi, je trouve ça terrible et j'en veux beaucoup d'ailleurs aux extrémistes verts et à la propagande que nous subissons depuis des années qui jettent en effet toute une génération dans le désespoir.
qui leur interdit de croire en notre génie, le génie de notre civilisation et le génie européen. Donc moi je suis plutôt dans une logique d'espoir et je m'inscris totalement en faux avec l'idée que l'homme aujourd'hui serait un parasite à éliminer. Bien sûr, je comprends très bien l'inquiétude que nous ressentons tous à voir le climat qui semble sortir complètement des habitudes que nous avions. Maintenant, ce que je voudrais dire à tous les jeunes qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de prendre notre destin en main. Nous avons les moyens de changer l'histoire. Et l'Europe a les moyens de changer l'histoire. Oui, non seulement je le partage, mais moi aussi, j'ai des flips et je me dis, qu'est-ce que c'est tous ces petits plaisirs sur une planète qui est cramée? On doit penser le monde de demain en fonction de son impact sur le réchauffement climatique, parce que il n'y a pas de budget à l'équilibre sur une planète qui est cramée, il n'y a rien qui marche sur une planète qui est cramée. Et c'est pour ça que moi je veux une rupture avec le système capitaliste actuel qui détruit littéralement notre planète. À suivre dans le prochain épisode de VS. Les candidats s'affronteront sur une autre thématique, celle de l'immigration. C'est un phénomène de grand remplacement. C'est l'extrême droite qui essaye d'en faire l'alpha et l'oméga de la campagne à venir. Évidemment, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur ma chaîne YouTube.